On peut pas se dire il va se passer des choses bien, donc j'attends parce que ce qui vaut 12 000 vaudra 8 000. Non, ça, je pense pas que ça va arriver. Tu sais, une population vieillissante, une épargne qui peut se transmettre en partie d'une génération à l'autre, fait que ce mouvement sur les prix, il est peut-être là pour un moment. Cette espèce de hausse des prix et peut-être un étalement de cette hausse dans des nouvelles localisations en raison de la rareté, mais peut-être en raison aussi de modes de vie dits pendulaires. Ou aussi, si on imagine une société française avec 20% de plus d'entrepreneurs dans 10 ans, ça sera plus facile de travailler entre Évreux et Rouen plutôt que d'être obligé d'acheter quelque chose pour être très proche de sa tour à la Défense. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Épisode numéro 3 ? C'est ça, avec Philippe Le Tringue. Salut Philippe. Bonjour Mathieu. Écoute, en 3 ans de Martingale, ça fait 2 ans, mais on rentre dans la 3e année. Du coup, c'est ça. Tu as le droit à ton 3e épisode. Mais surtout, en fait, je dois dire que j'ai le droit à mon 3e épisode avec Philippe Le Tringue. Ça va, Philippe ? Ouais, ça va bien. Écoute, le statut de sociétaire, ça vient quand même beaucoup du marché. Il a tellement bougé que ça vaut la peine de s'arrêter et puis de regarder ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre. Et c'est dur de comprendre aujourd'hui. C'est très dur. Et c'est vrai que on s'est quitté, on s'est parlé encore dans l'aftermath, on va dire, comment on dit en français, la suite du premier confinement où on était quand même un peu encore sonné. Moi, je me disais, attends, bon là, ça a l'air de repartir un peu l'immobilier, mais quand même tout ça, c'est un peu chelou. J'aimerais bien voir dans un an, vers juillet 2021, ce que ça donne, parce qu'honnêtement, je suis pas sûr de notre coup là, tu vois. Et là, on se retrouve un an après, et j'ai l'impression que, alors déjà, ça a bien tenu pendant longtemps, mais là, depuis 2-3 mois, en tout cas, le printemps 2021, on a l'impression que c'est le bouchon de champagne qui saute, mais très fort, très haut, quoi. C'est un peu ça, non ? Ouais, c'est vrai. Mais j'ai le souvenir qu'on avait essayé de comprendre les risques, les changements qu'apportait la pandémie au marché immobilier français. Mais j'ai aussi le souvenir que toi, Mathieu, tu te préparais à se dire comment je vais pouvoir profiter, comment tes auditeurs vont pouvoir profiter de ces conditions de marché. Qu'est-ce qu'il va falloir racheter ? Donc on était en même temps dans ce qu'on a vécu sur cette pandémie, donc la sidération, la peur de la récession, l'hésitation. On n'est pas encore dans la libération, mais on avait le double regard de se dire qu'est-ce qui va être différent et puis comment en profiter. Et puis comme tu le dis, il y a un chiffre qui parle, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est au niveau européen. Alors les moyennes, elles ont toujours le défaut de ne pas tout dire, mais au moins de donner un indicateur. En 2020, les prix de l'immobilier résidentiel en Europe ont progressé de 5,5%, alors que le PIB a reculé de 6,2%. Alors j'ai pas des statistiques qui remontent au 19e siècle, mais j'ai pas vraiment de précédent ou de cet effet-là. Et je pense que la première question qu'on doit se poser, ou que moi j'ai eu envie de me poser, c'est pourquoi ? Le pourquoi de cette hausse du prix de l'immobilier. Le bouchon de champagne, c'est vrai alors quand on est propriétaire, on est content. Quand on est un candidat à l'accession ou à l'investissement, on est inquiet. Et la question qui était très dure depuis 4, 5, 10 ans, de savoir est-ce que c'est pas trop tard de rentrer dans ce marché ? Est-ce que je suis pas en train d'acheter au plus haut ? Elle devient encore plus difficile. Donc peut-être le premier, moi, sur le pourquoi. Alors on dit tous, dans toutes les explications, et je pense que dans les métiers de Cosa Vostra, où vous accompagnez des entreprises de croissance, vous le voyez aussi, cette abondance de capitaux. Donc on parle de l'injection de liquidités. Alors il y a eu des liquidités qui ont été mises par les banques centrales. C'est clair que c'est un effet qui est là, mais je pense que l'effet qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'effet de l'épargne. Et cette épargne, elle a plusieurs sources. Il y a eu de l'épargne de précaution, dans cette période de sidération où on a tous eu peur. Donc on se dit que ce qu'on ait peur pour son job, quand on est indépendant pour de nouveaux contrats, on a mis un petit peu plus de côté. Oui, et elle se fait, juste pour l'expliquer
de manière très concrète, finalement, notamment dans de multiples confinements, pas de vacances ou pas vraiment beaucoup, pas très loin, pas de sortie, pas de resto, pas de tout ce que tu veux, donc très peu de dépenses. Finalement, des salaires qui sont restés versés à peu près à tout le monde, soit parce que tout le monde travaillait dans des domaines, des secteurs qui étaient toujours alertes et efficaces, soit dans des endroits qui étaient aidés par des plans, on va dire européens, nationaux, etc., etc. Donc en fait, finalement, t'as ton salaire, tu peux pas le dépenser. Qu'est-ce qui se passe? T'épargnes. Donc à un moment, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Et comme on aime bien l'immobilier en France, tout d'un coup, tu vas te dire, tiens, je vais regarder à droite, à gauche. Ah, il y a un truc qui est à vendre là, ça m'a l'air pas mal, c'est ça. Hein. Il y a de ça, et puis il y a l'effet démultiplicateur sur cette épargne, que pour les revenus moyens et supérieurs, eh bien cette accumulation d'épargne, elle a été encore plus élevée. Et également, il faut quand même le reconnaître, pour ceux qui avaient déjà des actifs, ils ont eu aussi des effets d'aubaine, donc qui avaient des portefeuilles actions, qui avaient déjà de l'immobilier. Il y a eu un effet d'aubaine où eh bien voilà, il y a ce capital qui est là en sortie de crise. Moi, tout est monté en fait, rien n'a baissé presque. Non, je pense que peu de choses ont baissé. Non, il y a des choses qui ont baissé. Il y a des, en tout cas, si on s'intéresse à l'immobilier, il y a des catégories d'actifs qui ont été au cœur de l'œil du cyclone. Donc les centres commerciaux, l'hôtellerie. Oui, là, il y a eu une baisse des valeurs et des prix, faute de combattants, j'allais dire. Faute de combattants. Et puis avec là une peur que la contrepartie, quand on loue un logement à un salarié d'un grand groupe, à un instituteur, on n'a pas trop de risques pour la contrepartie. On ne se dit pas que le loyer a vraiment beaucoup plus de risques qu'il y a 2 ans. Par contre, quand on loue un commerçant indépendant ou un restaurant, ou à un hôtelier qui est resté fermé plus de 10 mois, là on a plus de sujets, ou quand on loue un exploitant de congrès ou exposition. D'où l'importance d'avoir pas tous tes œufs dans le même panier. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut plutôt avoir beaucoup d'œufs pour ça. C'est beaucoup plus simple quand on a beaucoup d'œufs. Peut-être moi ce que je peux te dire parce que c'est vrai qu'on peut se donner le pourquoi, ces causes-là, on en parle dans plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller regarder où les prix ont le plus bougé. C'est toujours dans l'environnement anglo-saxon. C'est toujours aux US. Alors, je pense pas qu'il faut toujours dire ce qui va se passer aux US va se passer en Europe ou va se passer en France, ou si ce qui se passe à New York va se passer à Paris. Mais c'est quand même toujours bien d'aller voir ce qui s'est passé ailleurs, puisque quand on parle des 5,5% de hausse en 2020 des prix du résidentiel en Europe, moi, je suis allé, avant de venir, regarder les derniers chiffres qu'il y avait sur les États-Unis. Eh bien, les statistiques à fin mai, aux États-Unis, des prix des logements, des maisons existantes sur 12 mois. Donc, on est bien en pleine pandémie. On est à plus 24%. Alors, ce qui est important, en effet, de préciser, c'est que c'est pas forcément ce qui va se passer ici, parce que généralement, ce qui se passe, alors en particulier aux États-Unis, qui sont plus libéraux que nous, ça va plus vite et plus fort. Donc, c'est probablement aussi descendu à un moment, plus vite, plus fort. Ça remonte plus vite, plus fort. Mais voilà. Donc, nous, on a des cycles qui sont souvent un peu décalés, mais qui sont aussi moins rapides et moins forts. Mais le plus 24% par rapport à notre plus 5,5, c'est ça mais moi, je pense que c'est pas l'ampleur qui est intéressant, c'est peut-être les raisons. Qu'est-ce qui s'est passé différent? Quelles sont les tendances là-bas? Alors, la grande tendance, je sais le dire en anglais, c'est peut-être parce que on n'a pas vraiment l'équivalent en Europe. Eux, c'est les gateway cities, donc ces grandes métropoles, leaders dans leur région et qui sont des points d'accès mondiaux, à l'entrée et à la sortie du business. Donc on parle de New York, on parle de San Francisco, on parle d'une certaine mesure de Los Angeles. Ces gateway cities, elles ont souffert. Elles ont souffert parce que certaines grandes entreprises ont déjà fait des choix de relocalisation. Elles ont souffert parce qu'elles ont eu moins de tourisme. Et puis je pense que ça, c'est une tendance qu'il faut quand même il faut questionner quand on est sur notre marché français. Aujourd'hui, si on pense qu'on va avoir plus d'activité économique et de développement dans le Marais ou dans le 2e arrondissement, plutôt qu'à Bordeaux, Nice ou Lille. Donc ça, c'est une vraie question
qu'il faut se poser. Et je pense que là, on peut utiliser l'exemple américain pour nous interroger, peut-être pas pour conclure encore, mais pour nous interroger. Et quand on va dans cette spécificité de marché, alors c'est de l'anecdote, c'est pas de la statistique. Hein. Moi, j'ai des amis qui vivent entre Miami et Paris. Ils ont un appartement à Miami. Cet appartement, depuis des années, n'a pas du tout bougé de valeur. Et quand ils ont regardé régulièrement pendant la pandémie le marché des maisons, ils ont vu des hausses de valeur, mais abyssales, des 20, des 30, des 40%. Alors là, il y a les effets amplificateurs de gens soit de la finance, soit de l'économie des techs qui ont gagné de l'argent, ont monétisé des participations dans des sociétés à l'occasion d'introduction en bourse et sont venus acheter des maisons dans ces endroits qui n'étaient pas. Alors peut-être ils l'auraient fait il y a 5 ans à San Francisco, ou ils l'auraient fait à New York, mais là, ils l'ont fait à Miami. Est-ce qu'il y a le même aussi effet d'extérieur, c'est-à-dire, alors je sais pas à quel point en Floride les confinements ont été stricts ou pas, mais je crois qu'en France, dans certaines villes en particulier, on parlait de l'intraland l'année dernière, j'avais adoré ce terme. Si vous avez voilà les endroits à 1 heure autour des métropoles, en tout cas en particulier de Paris, mais pas uniquement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet, je crois qu'à Paris c'est très clair, dès que tu as des extérieurs, tout a explosé, parce qu'on se dit, en fait, on s'est rendu compte que ne vivre qu'en intérieur, un appart fermé, en fait, c'est un peu c'est pas possible, quoi. Ça, c'est une constante qu'on a vue dans tous les marchés. Et là, une bonne façon de le voir, bien sûr, il y a eu des statistiques récentes sur la hausse des prix des appartements qui ont des terrasses ou des rez-de-jardin supérieurs à ceux qui n'en ont pas. Mais je pense que le plus intéressant là-dedans pour comprendre cette tendance, c'est de voir que certains grands promoteurs immobiliers français ont dorénavant décidé de ne vendre des appartements ou d'en construire qu'avec des espaces extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus développer de projets sans espace extérieur. Donc c'est bien pour rencontrer cette demande. Alors, elle est amplifiée à l'occasion de la pandémie et du confinement, mais le besoin, l'envie de nature, c'est quelque chose qui est quand même une tendance une tendance qui est forte. Hein. Que ce soit qui se reflète dans l'alimentation, dans la façon de faire des vacances, dans la façon de faire ses loisirs. Je pense que c'est une tendance qui est là et qu'on voit maintenant apparaître dans l'immobilier. Mais elle est pas plus forte aux États-Unis qu'on l'a vu en Europe. Je pense que l'autre tendance qu'on peut lire dans les marchés américains et qu'on a vu beaucoup aussi ici, c'est que comme on se déplace pas beaucoup, comme c'est aussi dur de faire des visites, eh bien on a beaucoup plus tendance à acheter, investir, prendre des décisions près de chez soi. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'investissement domestique par rapport à l'investissement étranger. Je pense que dans certains arrondissements parisiens, surtout le sud, la rive gauche, il y avait des proportions d'investisseurs d'acheteurs européens qui pouvaient représenter 20, 25, 30%. Donc, et pas des Anglais, plutôt des Italiens ou des Belges. Ces gens-là n'ont pas été actifs, ça a été remplacé par l'investissement domestique. Et puis peut-être la dernière tendance que je pourrais donner, alors elle est un peu... je pense que c'est plutôt un point d'attention. On a vu qu'aux États-Unis, la pandémie et la disponibilité d'épargne et de temps a fait que les particuliers sont mis à avoir des comportements qu'on a d'abord appelés d'investissement, mais ensuite spéculatifs sur les actions. Donc c'est ce qui s'est passé dans les GameStop, les AMC, les meme stocks. Et il faut quand même s'interroger. Les traders, ce qu'on a appelé, qui sont sur les forums et qui essayent d'influencer et de créer des communautés pour ensemble faire des transactions et parfois qui ont un petit côté libertaire contre les hedge funds. Mais cette tendance de se dire que cette épargne, elle n'est pas uniquement dans un investissement raisonnable et long terme, mais elle est de spéculation, elle doit aussi nous interroger quand on verra certaines hausses de prix en Europe continentale. Oui. Pour rebondir notamment sur un des premiers points, le premier point que tu as abordé aussi aux États-Unis et les métropoles versus aussi le reste, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une mouvance accentuée. Alors il y a 2 ans sur on va dire dans les martingales que j'ai pu voir sur l'immobilier qui étaient sur l'investissement locatif, on a très vite exclu, on en avait parlé ici, mais j'en ai parlé avec Bivouac, puis Immocities, puis Mastéos, différents acteurs de l'univers de l'investissement locatif qui t'aident à trouver tes biens, à les rénover, etc., etc. On voit vraiment un gros changement là-dessus.
j'ai l'impression que tout ça s'est amplifié aussi d'un coup. C'est-à-dire que avec l'épargne disponible, on s'est tous dit, de toute façon, notamment chez les plus jeunes, je ne pourrais pas être propriétaire si j'habite dans une grande ville. Donc, je vais être investisseur locatif. Je vais quand même faire de la pierre et de l'immobilier, mais ailleurs. Et comme tout ça se déploie et très fort, très vite, j'ai l'impression que en fait, les marchés, on annule, tu vois, il y a 2-3 ans, les villes dans lesquelles fallait rentrer, c'était, ou 3-4 ans, c'était Bordeaux, puis Lille, puis Rennes, et puis à chaque fois, il y a une croix qui se fait, celle-là, c'est coché, on a acheté assez d'appart, c'est monté hyper fort d'un coup, en quelques mois, quelques années, et puis donc on va faire, c'est quasiment un raid à chaque fois sur une ville. En ce moment, j'ai l'impression que c'est Marseille, il y a quelques villes après, ça, c'est un phénomène réel, ou c'est que mon impression? Non, je pense que c'est un phénomène réel qui correspond au mode de vie des locataires. Donc c'est ce mode de vie. Alors déjà, la décentralisation qui a été mise en œuvre en France dans les années 80 et qui a été amplifiée par un équipement structurant qui était le TGV, ça a déjà créé, ça a décentralisé ou ça a réduit l'importance de Paris. Alors réduit, c'est des mouvements très longs. Et puis donc ça reflète les modes de vie. Et je pense que dans ce cadre-là, si on est content de vivre à Évreux, si on trouve ça pratique quand on va travailler 2 jours par semaine à Paris ou qu'on doit aller 1 journée par semaine rejoindre une autre équipe à Rouen, eh bien, on est aussi content d'investir à Évreux. Je pense que ça, les terrains d'investissement qui se sont élargis, ça c'est quelque chose qui est très reconnu par les particuliers, peut-être un petit peu moins les institutionnels, qui prennent un peu plus de temps à bouger ou qui trouvent que l'investissement unitaire il est un peu petit par rapport à ce qu'ils ont l'habitude à faire en région parisienne. Mais pour les particuliers, oui, c'est une opportunité. Et ça, je pense que c'est une tendance qui est installée pour un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prestataires, les sociétés dont tu parles qui peuvent accompagner les particuliers dans leur investissement, ils vont pas dans des villes différentes, nouvelles, exotiques entre guillemets, parce que c'est là qu'ils trouvent de l'offre, mais c'est parce que c'est là qu'il y a de la demande. Oui, et puis tu arrives toujours à trouver un rendement donc qui doit être normalement idéalement positif, c'est-à-dire que entre l'emprunt que tu dois rembourser, les loyers que tu rentres, tu ne perds pas d'argent, quoi. Plus. C'est un peu l'objectif. Tu as un petit peu plus de rendement, le coût de la dette est bon, mais je pense aussi que peut-être il y a 5 ou 10 ans, la priorité d'un investissement résidentiel, c'était de générer beaucoup de cash flow, vraiment d'être et puis la création de fonds propres, de capital, on savait qu'elle allait exister sur le long terme, mais c'est pas essentiel. Aujourd'hui quand même t'as quelque chose qui a fondamentalement changé, peut-être la crise aussi l'a accentué, c'est que comme tu dis, des gens qui n'arriveront pas à acheter à Paris, mais beaucoup de gens se rendent compte que peut-être si on n'est pas propriétaire, si on n'a pas un bien, eh bien le passage à la retraite il va être très compliqué, parce qu'on a acté qu'il y aurait une baisse de revenus qui est forte. Donc si on est obligé de payer le même loyer, ça va être très compliqué. Donc, mais si on a un bien, peut-être un peu plus loin, peut-être un peu différent, eh bien on a une protection de son pouvoir d'achat sur le long terme. Et ça, c'est un point différent, ce qui veut dire, quand on revient au rendement, que peut-être un petit peu moins de rendement, mais une bonne qualité immobilière, un bon environnement, eh bien ça satisfait beaucoup de ces épargnants dans le choix de leurs investissements. Le côté safe de la pierre, quoi, un peu. Oui, le côté safe. Moi, je pense, on en a parlé régulièrement. Je pense aussi qu'il faut faire ses calculs, il faut avoir son tableur Excel, il faut penser à ses rendements, à ses coûts de travaux, mais il faut vraiment penser à la qualité immobilière. Et la qualité immobilière, je dis pas pierre de taille, je dis bon environnement, qualité de vie. Et quand je dis bon environnement, bien sûr, on pense toujours à école, mais ça peut être le bruit, peu de bruit, un quartier qui plaît, un quartier qui s'améliore. Et vraiment, ces éléments de qualité immobilière, moi, très clairement, je préfère un point de TRI ou de rendement en moins, mais d'avoir quelque chose qui a une qualité immobilière. Parce que ça veut dire liquidité, ça veut dire que j'ai une autre exit stratégie, c'est celle d'habiter dedans. Ouais. Pouvoir habiter dans son investissement, c'est quand même bien. Méfiez-vous quand même des investissements sur lesquels vous aurez jamais envie d'habiter. Ouais, alors ça, c'est vraiment mon étoile polaire. Je veux dire, acheter un
un endroit où tu te dis, même si t'es plus âgé, que t'as 40, 50 ans et que tu te dis j'y aurais jamais vécu à 20 ans parce que c'est un trou à rats, et me dire mais c'est pas grave parce que c'est un investissement, honnêtement, oublié quoi. Il y a un moment, faut se dire c'est un endroit qui est même plus que décent, qui fait envie en fait quoi, parce que sinon ça fera envie à personne quoi, a priori. Ouais, l'immobilier c'est aussi un produit, donc faut penser aux clients. C'est la même chose dans un processus d'achat ou de vente. On fait tous la même erreur, et moi le premier. Hein, on a quand même toujours l'impression qu'on veut acheter moins cher que le marché et puis qu'on pourra vendre plus cher. C'est normal de partir avec cette impression-là. Et puis des fois, il faut se recorriger, se dire la personne qui est en face de moi, elle est aussi alerte que moi, elle va comprendre les mêmes choses. Et bien le locataire, c'est la même chose. On peut lui offrir... autre exemple de l'effet qu'on n'avait pas identifié dans nos échanges précédents de ce qui se passe avec cette pandémie, c'est l'importance, et là je le vois aussi dans les bureaux de Cosa Vostra, de la décoration, du design. On a vu que les Français ont dépensé beaucoup d'argent dans les magasins de bricolage pour avoir des intérieurs plus beaux, plus confortables. Alors le beau n'est pas le même beau pour tout le monde, mais par exemple, il n'y a pas d'impasse à faire sur ces éléments-là. Quand on achète, quand on vend, sont des éléments qui sont devenus encore plus importants. Je suis complètement aligné. Ça c'est fou. Toi qui as connu comme moi les années 80, 90, etc. On était jeunes, évidemment. Plus que moi. Même moi, les années 70, moi, tu sais. Ouais. Eh bien, non, mais on s'en foutait complètement. Tu louais un truc. D'ailleurs, on venait d'une époque encore avant où le pratique, les HLM, limite, tout le monde trouvait ça super parce que c'était bien. Il y avait de l'eau et de l'électricité. C'était à peu près tout qui tenait tout seul. Qui comptait. Donc, évidemment. Et là, on arrive dans une nouvelle phase qui est, en gros, il faut que ce soit bien pensé, il faut que ce soit confort, et en effet dans ces bureaux, tu l'as remarqué ici, nous on a fait des travaux, on en refait, il y a de la clim qui arrive la semaine prochaine, clim non polluante à eau, non polluante, moins polluante en tout cas, mais voilà, et ce qu'on a fait à Bordeaux aussi, dans des bureaux avec une piscine, une garderie, c'est vraiment exactement dans les démarches que tu donnes, tu dois en fait dans un univers compétitif donner plus et mieux quoi. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que t'es pas uniquement dans un effet de quantité mais aussi un effet de qualité, moi qui me plaît beaucoup. On a fait un bon état des lieux, un bon état des lieux. Moi, je me pose toujours cette question, mais c'était celle du premier épisode qu'on a fait ensemble, mais jusqu'où et jusqu'à quand? Parce qu'en fait, tu rajoutes ça, tu vois, je te dis, quasiment des raids sur des nouvelles villes pour voir du rendement, etc. Quand il y en a plus dans telle métropole, on a l'impression qu'on va aller jusqu'à, tu vois, un village de 300 habitants quand il y aura plus personne de dispo, parce que voilà. Mais on a compris que tout ça, c'était grâce notamment à un effet d'épargne dispo, mais moi, je te rejoins sur un truc qui semble quand même assez naturel, tu vois. J'ai fait un épisode qui est super sur le fait de se dire est-ce qu'il faut vraiment acheter ta résidence principale ? C'est pas évident. Non, de manière financière. Le calcul financier n'est pas évident. Le calcul financier n'est pas évident, mais c'est un peu, je reviens moi aussi à l'homme préhistorique qu'on a été. Il y a un moment, tu vas construire, tu vas peut-être pas creuser ta grotte, mais trouver ta grotte, l'aménager, faire ton truc. À un moment, t'as quand même aussi envie d'être chez toi, c'est un peu légitime, tu vois. Et on a l'impression que en ce moment, en fait, tout ça est en train de voler en éclats, que tu vas plus habiter chez toi, que tu vas plus même, et que l'immobilier, c'est juste en train de partir dans une sorte de, ce qu'on peut appeler une bulle, mais une stratosphère où en fait, ça va être réservé que à, je pense pas que à mes enfants, mais même aux plus jeunes avec qui je travaille, ça devient un truc totalement virtuel en fait. On va acheter éventuellement des SCPI parce que on va pouvoir avoir des petits bouts d'immobilier comme ça, mais en revanche, même un appart à un moment locatif, ce sera plus accessible parce que c'est juste en train de partir en vrille quoi. C'est pour ça qu'il sera accessible dans d'autres villes. Hein. Alors le point d'attention quand même sur cette hausse qui ne pourrait être qu'éternelle, c'est l'attrait relatif des localisations. Mais je dois même t'arrêter là. Pardon, mais juste sur cette remarque qui sera disponible dans d'autres villes, pour moi, bordelais ou parisien ou marseillais, mais du coup, la personne de cette ville qui habite avec son plus petit salaire que moi, tu vois, dans une métropole où pour X ou Y raison, je suis plus payé. Donc, du coup, je me reporte sur cette ville. Je vais faire monter les prix de cette ville et les gens de cette ville ne pourront plus accéder à l'immobilier eux-mêmes. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vois, cette pyramide, cette espèce de truc où tu descends toujours dans la ville plus petite, on va se retrouver avec des Parisiens qui ont des appartes à Bordeaux, des Bordelais qui ont des appartes à Marseille, des Marseillais qui ont des appartes à je sais pas quoi. Et puis, à la fin, tu vas finir avec, tu vois, au total, je dis mais c'est lunaire ce truc. Oui, et puis c'est des effets sur l'aménagement du territoire qui sont contraires
à une sobriété écologique, énergétique, qui sont, je sais pas le sujet aujourd'hui, mais on sent bien que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, il est lié à cette un peu éviction des centres-villes, des classes. Bordeaux, c'est criant pour ça. On pense être pas très loin de Bordeaux, mais avec les infrastructures, c'est des gens qui ont des vies compliquées, avec plusieurs voitures, beaucoup d'heures de transport. Donc oui, là, il y a un sujet. Moi, la façon de regarder ce sujet, on pourrait faire un constat, c'est que il serait de l'intérêt de tout le monde d'organiser une baisse des prix de l'immobilier pour que tout le monde puisse se loger facilement. Voilà, ça c'est dit, c'est simple. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait un décideur public, un politique ou même un opérateur immobilier qui arrive à faire ça. Donc ça, j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on s'est dit sur l'épargne, sur les taux d'intérêt, c'est exclu. Par contre, on voit quand même poindre une solution. Elle peut venir du côté des institutionnels, elle peut même venir du côté des particuliers de manière indirecte. On l'a vu apparaître depuis maintenant 5-6 ans. Je ne sais pas de quoi tu vas parler. Le retour des institutionnels dans le logement et notamment le logement intermédiaire. C'est-à-dire que sans aller sur des dispositifs fiscaux complexes, les institutionnels sont partants pour faire sur des grandes masses des logements neufs qui seraient loués à des loyers modérés et ils trouvent un business model là-dedans. Donc il y a une forme de production de logements abordables, locatifs, qui existe. Parce qu'on n'arrive pas à créer l'offre de logements à l'accession peu chère. Donc ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'on arrivera à organiser la baisse des prix. Par contre, on pourra organiser grâce à ces flux de capitaux l'accroissement du parc de logements abordables. Pourquoi ils aiment aussi les logements abordables? C'est-à-dire que tu arrives à construire à des prix raisonnables on va dire des logements que tu peux louer à des prix abordables. Voilà. Et on parle pas de HLM. Et on parle pas de HLM. Et on parle pas de grands dessins des années 60, de cités de rêve qui sont aujourd'hui, je sais pas, les 4000 ou on parle pas de ça. On parle d'intérêt pour les pouvoirs publics, pour les opérateurs immobiliers et également pour des investisseurs institutionnels, d'avoir des endroits qui sont fléchés, où ils peuvent développer du logement dont on ne voit pas de différence par rapport au logement neuf à la classe-action, qui est produit avec des tailles qui les rendent efficaces en gestion, qui les rendent efficaces en production. Et l'investisseur institutionnel, on peut dire que c'est in fine souvent une compagnie d'assurance et in fine un particulier. Eh bien, il sera content d'avoir son 2,5% de rendement sur une longue durée, dans une approche non spéculative, ils manqueront jamais de locataires qui voudront payer des loyers modérés. Ils auront des efficacités de gestion. Donc ça, c'est une piste. C'est pas une solution à tout ce qu'on vient de dire. Donc on peut pas se dire, il va se passer des choses bien, donc j'attends parce que ce qui vaut 12 000 vaudra 8 000 et comme ça je pourrai habiter dans le 5e parce qu'aujourd'hui habiter au bout du RER A, ça me plaît pas. Non, ça je pense pas que ça va arriver. Les montants, tu sais, une population vieillissante, une épargne qui monte, une épargne qui peut se transmettre en partie d'une génération à l'autre, fait que ce mouvement sur les prix, il est peut-être là pour un moment, jusqu'à ce que les taux d'intérêt remontent fortement. Aujourd'hui, personne ne voit ce scénario à moyen terme. Donc ça, c'était le scénario. Cette espèce de hausse des prix et peut-être un étalement de cette hausse dans des nouvelles localisations, comme tu le disais, en raison de la rareté, mais peut-être en raison aussi de modes de vie dits pendulaires. Ou aussi, si on imagine une société française avec 20% de plus d'entrepreneurs dans 10 ans, ça sera plus facile de travailler entre Évreux et Rouen plutôt que d'être obligé d'acheter quelque chose pour être très proche de sa tour à la Défense où on travaille. Non, parce que en effet, alors ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est que structurellement, même politiquement, en fait, une hausse des prix permanente va quand même créer des problématiques assez lourdes, en fait. Tu parlais des gilets jaunes tout à l'heure et de ces mouvements qui font qu'en fait c'est potentiellement assez profond. Et paradoxalement, on voit pas forcément d'issue tout de suite. J'en conviens. Alors après, est-ce que
tu vois, moi, je te repose peut-être tous les ans cette question, mais qu'est-ce que je fais? T'achètes ou tu vends, quoi. Non, mais je vois alors évidemment, ça dépend où et quoi et comment, et selon ta situation de vie, etc., etc. Mais juste très basiquement, je vois des prix à Neuilly qui étaient... Bon, Neuilly est une ville chère, mais enfin, on m'a dit, là, des appartements normaux, un peu refaits à neuf, dans des bonne sectorisation d'écoles, etc., mais qui partent à 16-17 000 euros du mètre carré, à Neuilly, des trucs qui partent à Montmartre, sans parler d'un bien exceptionnel. J'ai cru comprendre qu'il y avait des choses qui partaient à plus de 20, on a parlé de 22, 24 000 euros du mètre carré. 24 000 euros, c'était réservé aux biens exceptionnels, ultra rares de l'ultra-centre de Paris. Je veux dire, il y a un moment, tu te dis, mais là, je vais peut-être quand même sérieusement réfléchir à tout larguer, et puis, je sais pas, moi... T'as en Corrèze. T'as raison de me poser la question tous les ans, et puis je vais quand même essayer d'y répondre parce que c'est pas bien sinon. Mais est-ce qu'il faut vendre? Pardon, je veux pas être parisien. Ça s'applique évidemment ce qu'on a dit à Bordeaux, dans toutes ces villes où tout est monté fort, à Lyon, à je suis sûr que quelqu'un qui habite à Grenoble, il se dit mais c'est n'importe quoi les prix du centre de Grenoble aujourd'hui. Non, alors est-ce qu'il faut vendre? Alors, je vais dire deux réponses. Si tu es propriétaire d'un seul bien et tu veux vendre pour sortir du marché immobilier et faire autre chose avec ton épargne, c'est une décision qui est lourde. C'est une décision qui est lourde puisque ça veut dire que tu veux être, entre guillemets, short immobilier. Donc, la décision, elle est lourde. Pourquoi? Pour le phénomène dont j'ai parlé sur la solvabilité de la retraite. J'aime ce vocabulaire. Donc, quand je short, ça veut dire que je coupe, donc je sors. Et quand je suis long immobilier, ça veut dire que j'en rajoute. Donc, et si j'explique à ma grand-mère, on peut parler d'allocation ou même de répartition de son portefeuille. Donc, si elle décide que la répartition de son portefeuille de patrimoine, l'immobilier doit être 0, donc là, c'est je vends pour ne plus en avoir ou pour en avoir beaucoup moins. Là, je dis, surtout sur des gens qui ont un bien, je dis attention. Je dis attention pour cette histoire de la retraite. Moi, l'exemple que je trouve qui est le plus parlant, c'est j'ai habité toute ma vie dans le 14e. J'avais un loyer qui était très bien, qui me permettait de faire des choses. Et puis, à un moment, ma retraite vient. J'ai 30 à 40% de revenus en moins. Je peux plus avoir ce loyer. Il faut que j'aille à Bagneux, très loin du RER. Ça, à 65 ans, 64 ans... C'est traumatisant. C'est très compliqué. Ouais. C'est pourquoi faire ça? Donc ça... Ça change toute ta vie. L'impact est énorme. Là, on se dit, oui, tu vas juste à Bagneux, c'est 4 stations de métro de plus ou 2 stations de RER. Mais en fait, juste, t'as plus tes potes, ça change toute ta vie, quoi. Pas être capable de... Ouais. Pour ceux qui nous écoutent de Mont-de-Marsan, vu de Mont-de-Marsan, la distance entre Bagneux et le 14e est faible. Par contre, quand on est dans le 14e et quand on est à Bagneux, c'est pas la même chose. Mais là-dessus, je dirais, moi, je ne donnerais pas le conseil de vendre pour jouer un effet de cycle si on est, entre guillemets, si on se retrouve à une pondération 0 immobilier. Après, est-ce qu'il faut vendre quand tu as une opportunité de vendre du 22 000 euros? Si tu as plusieurs biens ou si tu es capable si tu réemploies ça dans un immobilier dans lequel soit tu pourras vivre un jour, soit tu penses que la valorisation sera suffisamment solide ou le marché sous-jacent suffisamment liquide pour le redéployer à ta retraite ou à un autre moment pour faire autre chose, je dis oui. Enfin, là, c'est une décision patrimoniale, très classique. Et aujourd'hui, peut-être, je sais pas moi, vendre du Neuilly au prix que tu dis pour acheter la moitié à Bayonne et puis faire autre chose, lancer ton entreprise avec le reste du capital. Oui, c'est une décision très légitime et très bonne, c'est une décision patrimoniale. Et donc, ça veut dire quand même que dans un patrimoine, il faut avoir de l'immobilier. Dans son patrimoine, que ce soit un patrimoine d'investissement et même dans son patrimoine personnel, le choix de ne pas avoir d'immobilier, c'est un choix qui est très difficile. On ne shorte pas tout, quoi. On est d'accord. Non, il faut avoir, et puis il faut penser à ce cycle de vie, et puis mais aujourd'hui, pourquoi pas, s'il y a une pièce de trop, vendez, ceux qui le peuvent, un appartement parisien, et puis s'acheter un petit 2 pièces au bord de la mer, en Bretagne, et puis avoir une pièce de moins, pourquoi pas. Enfin, tout ça, c'est des stratégies. Moi, le conseil que j'ai parfois l'occasion, des fois quand j'ai des dîners de famille, ça me rappelle des entretiens avec Mathieu, je dois répondre à ces questions-là. Tu sais, tu leur dis, attendez, on va parler d'autre chose, je vous mets un podcast, tu les abonnes. Et je donne le lien, le lien. Vous ferez ça avec votre jogging, c'est très bien. Non, mais je dis, c'est très difficile de jouer le cycle pour un particulier. Faire des allocations, faire des choix
qui correspondent au choix de vie. Hein. Pourquoi pas profiter des bons prix pour vendre son appartement sans extérieur pour en acheter un avec un extérieur. Voilà, dans un quartier qui nous semble un peu plus prometteur ou dans lequel on a plus de plaisir à vivre. Moi, je suis tout à fait partant pour ça. Donc, si je résume, on voit pas nécessairement tout de suite là avec les modifications des taux d'intérêt. Donc, ça, a priori, on n'a pas de signaux qui nous font penser que ça va baisser ou baisser fort tout de suite. Ce qui n'est toujours pas arrivé depuis très longtemps en fait, à part des épiphénomènes où c'est arrivé quelques mois, mais voilà. Mais si on est sur une partie annexe de ce qu'on a investi, qu'on a fait un bon bénéfice, le prendre, c'est pas forcément une bêtise. Toujours prendre ses bénéfices, ça c'est toujours très bien. D'accord. Parce qu'il y a aussi, c'est ce que je dis, on pense toujours que son bien vaut plus qu'il vaut. Hein, et si on a que la valo du modèle ou de la feuille Excel sur une transaction d'un appartement, bon d'accord, il avait une terrasse, il était au 5e et moi je suis au 1er étage, mais le mien est quand même beaucoup mieux. Donc c'est bien de le réaliser. Alors même si les frais de transaction sont élevés, hein, mais c'est bien de temps en temps de le réaliser, son investissement. Frais de transaction élevés et puis souvent aussi une imposition sur la plus-value si on n'est pas dans. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Non mais c'est des bonnes nouvelles, payer des impôts sur les plus-values. C'est des bonnes nouvelles. C'est une sage parole que tu as, Philippe. Et puis tout ça idéalement, alors soit pour l'employer pour sa vie et ses projets de vie, soit éventuellement pour le réinvestir dans des endroits où on croit plus et on se dit moi je suis dans un endroit où ça a topé un petit peu, ou en tout cas j'estime que c'est déjà bien, comme tu le dis. Et puis c'est des projets, les investissements c'est des projets. Ouais. Donc on parlait de l'aspect design, de l'aspect décoration, de l'aspect qualité de vie, mais c'est aussi des projets réalloués pour faire autre chose. On parlait, tu évoquais l'épargne immobilière, hein, donc les SCPI, les OPCI, les sociétés immobilières cotées. Ça c'est des vecteurs d'exposition. Si on ne sait pas dans les 5 ans qui viennent, mais qu'on ne veut pas être, je vais reprendre le terme, short du marché, eh bien, mettre un petit peu dans un placement collectif. Alors, c'est comme les autres placements collectifs. Hein. Peut-être vous aurez mieux fait en prenant de l'augmentation de capital de FDJ qu'en ayant les 6 caves de votre banque qui répliquent tout le marché. Mais c'est de la gestion collective. C'est du risque qui est différent. C'est souvent le cas. C'est du risque qui est un petit peu différent. C'est quand même une gestion professionnelle. On le voit, je citerai aucun exemple récent, mais que la gestion immobilière professionnelle, c'est dur. Enfin, c'est dur la gestion immobilière au cas par cas. Donc un peu d'exposition à travers ces supports, ça peut être intéressant. Mais là encore, on parle souvent des problèmes là je parle de problèmes d'investissement, de ce qu'on veut faire avec son patrimoine. Et c'est vrai que parfois, la grande partie de son patrimoine, c'est ce qu'on a déjà remboursé sur sa résidence principale, plus la plus-value qui reste. Voilà. Et c'est une autre logique. On va me prêter de l'argent en ce moment-là. On prête de l'argent facilement. Ça a changé un peu, hein. Oui, alors je pense que j'aime pas trop ce mot d'inégalité, mais on pourrait dire il y a un accès différent, à la fois comme pour l'épargne, donc pour moi l'épargne c'est les fonds propres, hein, c'est les fonds qu'on peut investir. On voit que la pandémie a créé une différence entre des classes moyennes supérieures qui ont plus davantage épargné et qui avaient déjà de l'épargne, hein, et plus qui avaient peut-être déjà des investissements qui ont fait bien. Et notamment, et on le voit, et ça c'est un environnement que tu connais très bien, je pense les gens qui sont dans les entreprises de croissance, qui ont eu des modes intelligents de leur entreprise de croissance, qui ont fait des tours de table, qui sont à leur 2e, à leur 3e. Là, il y a eu des niveaux de richesse qui sont générés, qui sont très très impressionnants. Et donc là, autant qu'il y a eu ça sur les fonds propres, je pense qu'on sent venir un petit peu la même chose sur la dette. C'est-à-dire, on est intermittent du spectacle, on travaille dans la restauration, on travaille chez Airbus, on aura peut-être un peu moins d'accès au crédit. Et puis, on a déjà un patrimoine, on a déjà montré qu'on faisait des bons investissements. La banque a envie de vous suivre, on aura un accès plus facile au crédit. Et c'est vrai que cet accès au crédit aujourd'hui, il magnifie tellement l'investissement qu'on a envie de l'utiliser. Alors moi, je dirais toujours là-dessus, prenez en compte votre décision d'endettement, pas uniquement pour maximiser votre budget pour un investissement, mais par rapport au profil de risque que vous arrivez à accepter. Imaginez-vous ce que ça fait avec vos prévisions, avec
2 années où il n'y a pas de loyer. Il y a une raison ou une autre. 2 années, il n'y a pas de loyer. Il y a une vacance, il y a un tramway qui se construit devant chez vous. Il y a des choses et puis vous n'aurez pas les loyers que vous voulez. On louait des appartements dans certains quartiers aux étudiants. Et ben, ils n'ont pas loué beaucoup aux étudiants en 2020. Oui. Donc voilà, regardez par rapport à votre niveau de risque. Si vous avez un niveau de risque qui est faible, on peut mettre beaucoup de dettes aujourd'hui. Mais ne calculez pas votre dette juste sur ce que vous pouvez faire de plus. Essayez de regarder, essayez au moins de vous poser la question du risque. Et puis après, on peut toujours aller sur ce qu'on peut avoir le plus comme dette, mais on sait ce qu'il y a comme risque. Et puis comme ça, on saura que peut-être un jour, pour payer la mensualité, il faudra appeler papa, maman en disant « Est-ce que tu peux pas m'aider un petit peu parce que j'ai pas eu de loyer pendant 2 ans ?» Pas en mode tête brûlée, quoi. Alors je sais qu'avec... On va te prêter de l'argent. Ça, Okay. Excuse-moi on va me je prêter voyais un petit doute dans ton œil. On va te prêter de l'argent. Très bien. Et puis comme on le voit, je veux dire, à tous les niveaux, si on va sur des beaucoup plus petits biens, beaucoup moins chers, on arrive. Et ça, je reste... Enfin, sauf si vraiment t'as pas de job, tu vas voir ton banquier, que tu veux lui acheter faire un emprunt, c'est plus compliqué. Mais je veux dire, même sur des petits biens, on réussit à commencer étudiant ou post-étudiant avec son premier job à faire des choses avec son banquier, quand même si on lui présente bien et qu'on fait bien les choses. Ouais, je pense que la présentation, elle est bien. Il faut montrer, alors faut pas venir forcément avec un slideshow de 24 slides, mais montrer qu'on a fait les chiffres, dire pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le plan B si ça se passe pas très bien. Ouais. Je pense non, c'est un accompagnement. On l'a déjà eu l'occasion d'échanger ça. C'est vrai que plus tôt on arrive à s'acclimater, à être dans cet environnement de l'investissement immobilier, et mieux c'est. C'est vrai que les quelques années qu'on gagne, commencer à 25 ans ou à 30 ans, ça change beaucoup de choses. J'ai un super épisode qui vient dans 2 semaines sur le sujet. Voilà, le parcours parfait de l'investisseur immobilier, tu vois, particulier, que j'ai enregistré avec Quentin Romé. Je suis très content et tu verras, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc on va regarder s'il dit ce qu'il dit pour les gens de 52 ans. Il en parle jusqu'au bout. Okay. Après, je sais, alors je vais te poser, je pense pas que ce soit une colle pour toi, puisque tu es un grand sage de l'univers, mais je t'ai pas préparé là-dessus. On m'a parlé la semaine dernière c'est peut-être plus un truc fiscal que immobilier, tu vas me dire, mais d'une création de SCPI. Donc, quelqu'un que j'ai rencontré crée une SCPI dans laquelle il avait une part et ses enfants, il avait 3 enfants, chacun, alors dans chaque SCPI, il en avait fait 3, une avec chaque enfant, chacun avec 99 parts. Tu vois où je veux en venir ? Il fait un emprunt sur la SCPI, mettons de 100 000, et la SCPI, il va acheter un appartement avec cette SCPI, donc de 100 000 par exemple, il va avoir un loyer qui va couvrir le remboursement de l'emprunt, et à la fin, le propriétaire de la SCPI reste l'enfant puisqu'il a 99%. Et lui est gérant avec son pourcent qui reste parce qu'il faut un vote unanime pour qu'il soit plus gérant, et comme il a 1%, il se protège. Je connaissais pas ce montage. C'est intéressant parce que c'est pas de l'évasion, c'est juste finalement un montage où on fait ça sur le dos au profit de ses enfants. Alors là-dessus, je pense pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure sur le caractère de gestion collective et de gestion professionnelle des SCPI. Donc c'est vrai que quand je comparais la Française des Jeux et les SICAV d'une banque de réseau, on est toujours un petit peu déçu par la performance de la SICAV ou par les frais. Je pense que la dimension de la SCPI, au-delà de sa gestion collective et sa gestion professionnelle, et comme on est sur des matières assez complexes, je pense que la gestion collective, elle a beaucoup de sens. C'est aussi ce que tu viens de dire. C'est la capacité de structuration qu'offre le produit. Alors, j'ai pas dit de SCPI, je voulais dire SCI, pardon. Société civile immobilière. Là. Alors, okay. Pardon. Mais le montage, on peut dire c'est le même, puisqu'en fait, la SCPI, c'est bien un véhicule immobilier. Elle a la capacité, avec ça, de structurer des acquisitions avec de la dette et surtout, comme tu le dis, des formes d'acquisition qui permettent de la transmission de patrimoine. D'accord. Et cette transmission, elle peut avoir
pas mal de formes. Elle peut être sous forme de, comment on pourrait dire, tour de table partagé dans un véhicule d'acquisition, mais elle prend souvent la forme du démembrement entre la nue propriété et l'usufruit. En tout cas, c'est un outil, on pourrait dire, d'ingénierie patrimoniale. Et l'intérêt là, parce que quand on le fait sur la SCI, un montage qui est optimisant, il est toujours intéressant, mais quand le sous-jacent est un seul immeuble, on a toujours mon risque de construction du tramway, vacances, etc. Ouais. Quand là, sur un véhicule collectif, la banque, elle est beaucoup plus en confiance pour prêter. Et on peut faire ce type de montage. Donc oui, les outils d'épargne immobilière permettent de faire de l'ingénierie patrimoniale pour transmettre, moi j'aime beaucoup parce que alors je commande beaucoup de choses sur le site, les prix qui montent, qui descendent, mais fondamentalement, moi, ma défense souvent, c'est d'étaler les investissements. C'est difficile en immobilier, mais avec l'épargne immobilière, c'est facile. Hein, c'est un peu, je mets 150 € tous les mois pour acheter des SCPI. Le dollar cost averaging, oui. Et ça, c'est tellement, on se sent bien dans sa tête. Hein. Moi, ce que je fais quand on attaque du physique, alors sur des patrimoines un peu plus importants, avec certains de mes clients, c'est de dire, on s'oblige de déployer notre allocation cible sur 3 ans. On le fait pas sur moins. Mais du coup, t'empruntes pas en faisant ça. Il y avait suffisamment de patrimoine pour le faire sur plusieurs objets, plusieurs objets. Et donc, si on veut le faire, si on veut lisser, c'est vrai que c'est les outils d'épargne immobilière. Moi, peut-être, je l'ai déjà dit dans un de nos échanges, et ça a l'air toujours un petit peu conservateur, mais je dirais toujours prudence quand une partie de votre performance future dépend de l'impôt. Moi, je suis pas trop à l'aise avec de Pinel. Oui, ou même la structuration permet de gagner de la plus-value. Alors les points d'attention, c'est quoi? C'est la personne qui vous apporte ce placement a souvent une rémunération supérieure qu'un placement que vous allez y trouver tout seul. Voilà. Donc il y a une partie de la déperdition, de la création de valeur, de l'optimisation qui va à l'intermédiaire. C'est faire, hein, mais il faut le savoir. Il faut juste le savoir. Et l'autre, c'est que, surtout comme dans notre pays, les règles fiscales ne sont pas stables. Donc elles peuvent changer. Et donc votre objectif du début, il va peut-être pas être le même à la fin. Donc pour ça, moi, mon slogan qui a l'air très politiquement correct, c'est que moi, pour mes investissements, je ne recherche jamais... je ne vais jamais vers des choses qui soient trop optimisées fiscalement. Je crois que j'ai fait... Je vais peut-être dire des conneries, aucun épisode de La Martingale, tu vois, on doit être le 69e. D'ailleurs, j'en remarque que ça fait presque un an jour pour jour qu'on a enregistré ensemble, tu vois. Mais sur j'allais dire sur l'évasion fiscale, non, quand même pas, mais sur l'optimisation. Et je dis pas que je le ferai pas, d'ailleurs, je pense que je le ferai, mais c'est aussi parce que personnellement, moi, je trouve ça bien de payer ses impôts et voilà. Et je pense qu'en revanche, je trouve ça plus intéressant d'essayer de faire des choses qui créent de la valeur sur laquelle tu payes des impôts plutôt que d'essayer de gratter des impôts sans créer de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ce que tu dis. Cela dit, en creusant un peu récemment autour des lois Pinel et des choses comme ça, je crois qu'il y a des endroits où on peut réussir à trouver des choses intéressantes. Mais je suis même là-dessus complètement aligné avec toi. En fait, il faut pas que ta prise, on va dire, de gain soit faite sur la carotte fiscale, il faut qu'elle soit faite sur le bien immobilier. Et si en plus il y a une carotte fiscale, c'est un effet très bien, parce que tu participes, la carotte fiscale, elle est là pour participer à un effort collectif de création d'immobilier neuf. Eh ben, très bien, tu crées de l'immobilier neuf. Mais au passage, ne laisse pas tes plumes juste pour essayer de gagner que sur la partie fiscale. Ça, je suis d'accord. Et pour ceux qui pourraient penser que je fais que c'est un père la morale, hein, en fait, il y a une dimension éthique, mais je voudrais bien que tout le monde partage le fait qu'il y a une dimension de risque. En fait, voilà. La fiscalité, il y a un risque d'instabilité, il y a un risque d'erreur dans le montage, il y a un risque de incompréhension avec le contrôleur. Enfin, il y a beaucoup de risques. Et moi, je trouve que l'investissement, c'est prendre des risques. Il faut prendre des risques, mais il faut connaître les risques qu'on prend et savoir si on est bien rémunéré pour ces risques-là.
Tout à fait. Bon, alors, je reviens avec ma question traditionnelle sur ta martingale à toi. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'on reste dans l'immobilier? Est-ce qu'on en sort? Mais ça m'intéresserait quand même sur l'immobilier. Toi, il y a des choses là qui t'intriguent sans me demander de conseils parce que c'est pas l'idée sur la martingale, mais où tu te dis, tiens, là, il se passe quand même des choses intéressantes. Oui, il y a deux choses qui m'intriguent. Donc cette volonté des Français d'avoir des endroits où ils ont de la nature, où ils sont au bord de la mer, ça m'intrigue. Ça veut dire que peut-être il y a des localisations qui sont bonnes, mais qui étaient plutôt agricoles, avec des populations qui diminuaient, où tout d'un coup on peut avoir dans quelques années des très bonnes localisations de résidences secondaires, ou ce que je pourrais appeler ces résidences pendulaires, pour des gens qui travailleraient entre une métropole et ça. Donc moi, pas très fort. Voilà, je vais pas caricaturer, mais entre une ferme qui valait pas 100 000 euros et un jour une maison qui peut en valoir 400 000, moi, s'il y a quelque chose à faire là-dedans, ça m'intéresse. Ça, c'est le premier truc qui m'intrigue. Je suis pas allé au bout de l'étude et de la compréhension, mais il m'intrigue. Et le deuxième, qui fait plus que m'intriguer, qui je trouve, c'est le co-living. C'est-à-dire, alors le co-living, qu'est-ce que c'est? On n'est pas encore sûr que c'est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles qui marchent, qui ont de l'expérience, mais on se dit aussi que avoir des espaces de qualité partagés et un espace individuel et beaucoup de services, ça peut être quelque chose qui répond à une demande. Et moi, je suis très curieux de voir, et je suis ça d'assez près, comment les modèles sont en train d'évoluer, des nouvelles offres qui sont en train d'arriver là-dessus. Et ça m'intrigue parce que je me dis que bien sûr, il y aura des grands opérateurs, il va y avoir des verticales, mais que moi, j'ai eu l'occasion de vivre au Royaume-Uni il y a quelques années où beaucoup de mes collaborateurs vivaient en coloc. Alors, je dis pas que le co-living, c'est de la coloc. C'est une coloc améliorée, très nettement améliorée. Ou, je veux dire, En fait, la coloc avant, telle que moi je l'ai vécue en Angleterre d'ailleurs aussi, c'était une coloc qui était faite dans un appartement qui n'était pas fait pour la coloc. Oui. Alors que le co-living, notamment des partages de trucs que tu n'as pas forcément envie de partager, salle de bain, choses comme ça, etc., etc. Alors que le co-living, c'est une coloc super améliorée puisqu'en fait, tu vas avoir ton espace à toi et plus des grands espaces et plus pratique, jolie, etc., commun, quoi. C'est ça, on peut quand même. Ça, je trouve que c'est un sujet qui intrigue. Je sais pas comment on peut aujourd'hui l'investir, mais je trouve que quand on s'intéresse à l'investissement, notamment dans le résidentiel, tu t'intéresses à ce que font tes clients. Et si tes clients locataires, ils regardent ça, ça veut pas dire que toi, tu vas exactement faire la même chose, mais pourquoi tu offrirais pas certains de ces services-là en même temps? Pourquoi tu mettrais pas un abonnement Wi-Fi dans chacun de tes appartements et puis la personne elle se connecte, elle n'a pas besoin de reprendre un abonnement à son nom, il faut y avoir un abonnement télévisé. 2008. Bravo. Est-ce qu'on peut mélanger tes deux martingales, tu crois? Ça, c'est un de mes concepts qui me ferait vraiment marrer. Alors, je sais pas si tu vois où je veux venir, mais tu prends soit un appartement ou un petit chalet au ski, soit une belle maison en bord de mer à Biarritz ou à Porto Vecchio, et puis, tu les crées dans un mode un peu de co-living, potentiellement presque hybridé co-working, avec quand même des espaces de travail où tu peux recevoir, mais tu vois, qui mélange aussi ta tendance de tout à l'heure avec du design, etc., etc., et faire des lieux immobiliers de partage qui ne sont pas là où on les fait traditionnellement, c'est-à-dire souvent en ville, mais plutôt dans des endroits. Alors, c'est pas des hôtels, ce serait, tu vois, un peu. Je vois. Écoute, je pense que tu peux mettre un lien dans la bio pour qu'on puisse commencer la levée de fonds, parce que moi, je crois tout à fait à cette idée-là. Chaud bouillant. Allez, vas-y, on va mettre un lien. On va mettre un lien. On va faire la levée de fonds. Alors, on vous demandera, peut-être on fera que sous forme de cagnotte Litchi, vous serez pas actionnaire au début, pour couvrir nos frais d'études. Mais oui, il faut travailler ça. Et je pense que quand on veut se lancer dans l'expérimentation, en tout cas, additionner un niveau service, faire en sorte que les gens, dans les lieux qu'on loue, ils puissent faire plusieurs usages. On parlait bien sûr de pouvoir de travailler chez soi. J'ai un exemple, ça sort un peu du contexte, mais un investisseur institutionnel que je connais bien étudie un dossier d'investissement d'un immeuble de bureaux totalement à restructurer dans l'ouest parisien. Et l'agent qui amène cette opportunité, il est embêté parce qu'il y a 5 logements.
Mais nous, je dis à l'investisseur, mais ne disons rien. Ces 5 logements, au sein, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour y faire peut-être un espace de réunion secret avec un accès différent pour certains business. C'est héberger certains collaborateurs, y faire un espace de détente complètement différent, y faire une salle à manger privative pour faire des dîners ou des déjeuners sans qu'on traverse tout l'immeuble. Voilà, nous, je me suis dit, mais l'agent trouve ça que c'est un problème. Et donc, ça veut dire là aussi, comment on met cette mixité des usages. Toi, tu es habitué à aider au développement d'entreprises, mais je suis très convaincu par le fait que si on met certains éléments de l'offre, certains éléments de la demande dans un produit immobilier, on fait des produits immobiliers qui ont beaucoup de succès. Penser autrement, je suis d'accord. C'est une bonne manière de faire évoluer l'immobilier. En plus, si on lance ce projet, un avantage, c'est qu'on ne fera pas monter les prix d'endroits. Voilà, on sera sur des fermes abandonnées ou des vieilles bicoques. On fera monter peut-être un peu le prix des fermes abandonnées. Bord de mer. Bord de mer. Ça exclura personne du monde du logement. Merci Philippe. Alors on te contacte, on t'ajoute sur LinkedIn. Philippe Le Tring, Trung. Le Tring, c'est tout attaché d'ailleurs? Non, c'est en deux mots. Et grâce à toi, j'ai eu plein d'échanges avec des gens qui ont écouté, qui me demandaient un conseil sur un parking, qui voulaient voir si ça c'était la priorité, on voit bien que ce que tu fais, bien sûr, ça crée une adhésion. Et en plus, je pense que l'investissement immobilier crée des formes de passion, d'intérêt chez les gens. Et quand même, je suis assez... C'est une très bonne nouvelle de voir aussi, il y a beaucoup de profils, donc moi j'ai la cinquantaine, de profils de gens qui ont moins de 30 ans, qui sont très aguerris, qui travaillent, qui s'intéressent et qui s'impliquent là-dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très bon. C'est une expérience qui est très satisfaisante pour moi d'avoir ces échanges. Écoute, pour moi aussi, je te remercie. Et c'est vrai que c'est un truc de fou parce que je vois la disparité, l'hétérogénéité des auditeurs de la Martingale, et j'essaie de travailler là-dessus. Tu vois, on a fait un épisode récent sur les SPAC qui est un peu technique, mais c'est important, c'est de l'éducation finalement. Moi, j'avais besoin de comprendre ça, et maintenant je comprends tout, tu vois. Et ce qu'on dit là, et en fait, ça nous permet de nous projeter, d'avoir des idées, d'être créatifs aussi. Et ça, c'est important. On a l'impression que la finance, même l'immobilier, c'est des trucs un peu rigides. À chaque fois que je te vois, je me dis, non, justement, c'est un univers très créatif. Ouais, faut être créatif. Et c'est intéressant. Donc voilà, merci beaucoup. Toi, juste pour finir là-dessus, tu t'accompagnes généralement plutôt des professionnels quand même. Oui, j'accompagne plutôt des dirigeants, des grandes familles. Oui, bien sûr, je conseille. Je regresse dans le cercle familial et les déjeuners dominicaux pour les conseils aux particuliers. Voilà. Mais si vous êtes, si Mathieu vous a fait partager sa passion de l'immobilier, j'ai aucun problème pro bono d'échanger avec ceux qui sont les plus passionnés. Bon, super. Philippe Le Tring, un grand merci. Voilà, je te dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. 1er juillet, voilà. Merci à vous tous pour votre fidélité et puis pour toutes vos idées. Et puis voilà, on va faire des trucs super tous ensemble. Mais ne faisons pas péter les prix de l'immobilier partout, quoi. Je pense à nos amis, je sais pas, Dijonais ou à Maubeuge ou à Cherbourg même, où j'ai grandi. Si on fait exploser les prix dans toutes ces villes, ça va pas aller. Bonne semaine. On approche d'un break a priori estival sur la Martingale, je pense, au mois d'août quand même, si on trouve des idées un peu saugrenues d'investissement qui nous feront plaisir à écouter pendant nos vacances, mais sinon c'est bien aussi de se reposer un peu. À plus, à la semaine prochaine. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté la Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.